Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'éthique et à la data. Bonjour à toi, Guillaume. Bonjour Benjamin. C'est un plaisir pour nous de faire ce nouvel épisode consacré au data marketing au RGPD et effectivement une alliance impossible. On va prouver par A plus B qu'effectivement aujourd'hui il y a un réel intérêt de pouvoir allier les deux sous différents projets. Est-ce que tu souhaitais principalement ajouter des choses? Effectivement, ce qu'on va voir au cours de ce webinaire, dans un premier temps, Benjamin va vous présenter aujourd'hui où on en est au niveau RGPD et surtout comment on peut utiliser les différentes règles, les différents règlements, comment on peut les appliquer à la data marketing et en faire en fait un levier à travers notamment la mise en place de Preference Center, à travers l'utilisation des cookies, de tout ce qui est lié au consentement. On va voir dans un premier temps donc, comment tout ça peut être finalement utilisé comme un levier. Dans un second temps, on va voir quel impact sur la connaissance client et par rapport à ces notions d'éthique et ces notions de réglementation, comment finalement ça permet de recueillir des données de meilleure qualité et comment les nouvelles solutions, les nouveaux outils, les nouvelles technologies permettent de compenser l'absence d'un certain type ou d'un certain volume de données pour toujours pouvoir néanmoins mieux connaître sa base, mieux connaître ses clients. Exactement. Est-ce qu'on peut juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Je te laisse présenter rapidement Noventia. Oui, donc en quelques mots, Noventia donc, est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients sur tout ce qui touche à la transformation, transformation client, transformation data, transformation technologique. Et moi, je suis consultant auprès de la société Witic, qui est donc un cabinet spécialisé en protection des données et aussi en compliance de manière générale sur des sujets ISO et Sapin 2. Et voilà, aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat avec Noventia, on va pouvoir, disons, dégager les grandes lignes autour de l'éthique. Première question, effectivement, pourquoi aujourd'hui on est arrivé à un paradigme où on doit repenser la gestion de la data? Aujourd'hui, on est dans un contexte où la réglementation ne cesse d'évoluer. C'est clair et net. Le RGPD a, entre guillemets, initié la chose en 2018 lorsqu'il est entré en application. On a aujourd'hui toute une réglementation autour de la vie privée qui apporte des principes de minimisation de la donnée, des principes de privacy by design où il faut intégrer la vie privée dans la conception des projets, des logiques de purge de données, de durée de conservation. Voilà, toutes les nouveaux principes qui préexistaient déjà au RGPD, mais qui ont en tout cas été renforcés et qui aujourd'hui sont, comment dire, la source de changement au sein des sociétés. À l'avenir aussi, on a le règlement e-privacy qui a pour objectif d'encadrer davantage la publicité en ligne et d'encadrer au niveau européen la gestion des cookies et des traceurs, qui vient donc remplacer une directive. On est sur un projet de règlement, un règlement qui est prévu pour l'année 2022, mais on a encore peu de nouvelles à ce sujet. Néanmoins, c'est disons, une réglementation qu'il ne faut pas écarter et qui va encore sans doute changer un petit peu les règles du jeu. Quoique, récemment, on a eu une mise en demeure de la CNIL qui concernait notamment l'utilisation de Google Analytics. Et cette mise en demeure, en fait, doit être remplacée dans les nouvelles, dans, disons, le nouveau paradigme et le nouveau contexte qui a été établi par la CNIL en septembre 2020 concernant les nouvelles lignes directrices sur les cookies et les traceurs. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, l'autorité française, et quand on regarde avec les projets de règlement e-privacy, les autorités même européennes et les institutions européennes, ont la volonté d'encadrer davantage le targeting, enfin le retargeting, le targeting et le marketing publicitaire à travers les cookies et les différents traceurs. Donc c'est vraiment une volonté qui est européenne, qui s'uniformise et aujourd'hui, voilà, le constat est clair, la réglementation évolue et en particulier sur la vie privée, mais de manière générale sur toutes les techniques de marketing. On va prendre un exemple et justement, on va essayer d'imaginer comment aujourd'hui on peut repenser cette gestion de la donnée. On va prendre un exemple justement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste changer la slide?
Une seule, pardon, on va y arriver. Merci, super. Aujourd'hui, on va prendre un exemple, c'est le Privacy Sandbox. C'est un projet data qui a été mis en place par Google. En fait, c'est même pas un projet, c'est carrément une transformation, un nouveau produit qui est en train d'être créé, qui n'est pas encore élaboré, mais qui est en cours disons, de création. Et réellement, c'est là où on se dit, Google a réellement ajouté de l'éthique dans ce projet. Et en fait, elle ne fait que retransformer un produit qui existait déjà, qui était toute la logique du targeting publicitaire à travers les cookies tiers. Donc, le Privacy Sandbox, aujourd'hui, c'est une nouvelle gestion de la donnée qui a pour objectif justement de remplacer tous les cookies, enfin cette gestion des cookies tiers qui justement posait problème pour deux raisons. D'une, aujourd'hui, on avait l'émergence de tous les bloqueurs de pub et aussi des réglementations qui étaient beaucoup plus fortes, mais des bloqueurs de pub qui étaient par défaut activés dans des navigateurs et de moins en moins aussi de personnes, de plus en plus de personnes qui étaient sensibilisées sur le sujet, qui soient effectivement de moins faire l'objet de traçage publicitaire. Et disons que cet environnement-là devenait de moins en moins efficace pour permettre notamment à Google, mais aussi à l'ensemble de ses partenaires et l'ensemble des utilisateurs, de pouvoir mener des campagnes marketing efficaces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc, ils ont mis en place, en tout cas, un projet qui va se dérouler en plusieurs phases sur plusieurs années. Là, on est, disons, à la première phase et l'objet, c'est ça, c'est d'essayer de retransformer ce produit pour permettre non seulement de restreindre le traçage publicitaire, puisqu'il faut répondre effectivement aujourd'hui aux besoins et à l'environnement et à la réglementation qui est en vigueur, tout en permettant effectivement de lutter contre le spam et de quand même proposer un produit qui va permettre de diffuser des annonces et de mesurer les campagnes publicitaires. Donc aujourd'hui, la fin des cookies tiers, avec notamment de nouveaux systèmes qui vont émerger. Vous avez peut-être entendu parler du système Flock qui avait pour objectif justement de gérer des cohortes de personnes et de pouvoir proposer à des cohortes et non pas des personnes de la publicité. Alors évidemment, ce projet avait été un petit peu fait l'objet de controverses puisqu'on pouvait facilement, en tout cas, réidentifier les personnes. Et donc, lorsqu'on parlait de cohorte, en fait, on parlait bel et bien d'individus, on pouvait s'en douter. Et Google a fait un petit peu marche arrière, entre guillemets, et donc est en train d'essayer d'affiner son projet. Mais en tout cas, on est sur un système, effectivement, où aujourd'hui, le but, et c'est là où on se rend compte que l'éthique prend une place très importante, c'est de restreindre le traçage publicitaire, tout en permettant de diffuser des annonces et de mesurer ces campagnes. Donc, c'est faire mieux avec moins, c'est privilégier la qualité à la quantité, et c'est juste pour reprendre ces exemples, sans rentrer dans le détail, que même Google s'y met. Dans la chaîne de valeur, aujourd'hui, moi, en tant que consultant RGPD, je suis amené à intervenir chez des clients et lorsqu'on prend, disons, un cycle de vie de la donnée, on peut, disons, entre guillemets, identifier 4 étapes: la collecte, le stockage, le traitement et l'usage des données, grossièrement, et on intervient à chaque phase. Et dans chaque phases différentes, eh bien, on a, disons, des clés, des leviers qu'on peut utiliser qui sont des leviers liés à l'éthique, liés au RGPD, mais pas que, aussi à de la cybersécurité et parfois, soyons honnêtes, qui vont simplement au bon sens. Prenons un exemple, au niveau de la collecte de la donnée, aujourd'hui, on l'a vu, donc il faut plutôt miser sur la qualité plutôt que la quantité, et ça va sur des rationalisations de collecte, c'est-à-dire identifier d'abord en amont les besoins, attribuer des usages précis sur des finalités, sur des produits, puisqu'évidemment, dès lors qu'on a un volume trop important de données à gérer, on perd en fait un sens à la collecte, et du coup, en plus de ça, on crée des problèmes d'un point de vue réglementaire. On peut évidemment aussi qualifier ces données, c'est-à-dire aujourd'hui avoir une politique de mise à jour régulière de ces informations et essayer d'aller chercher l'information la plus à jour auprès de ses prospects ou auprès de ses clients, enrichir, qualifier ses contacts. Et après, un versant qui est très important, toute la logique de transparence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prospect qui va être rassuré, qui va être informé, c'est un prospect qui va discuter, c'est un prospect qui est bavard, entre guillemets, en tout cas, qui va laisser de la donnée derrière lui volontairement, en donnant son consentement, par exemple. Donc, c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir avec cette logique de transparence. Et bien évidemment, on le verra plus tard, au niveau de la collecte, ce qui est aujourd'hui important, c'est de privilégier un canal de discussion, une préférence en tout cas de canal marketing qui sera accepté par la personne. Et donc là, on le verra à travers un centre de préférence juste après
qu'on peut justement mettre en place ce genre de solution-là. Ça, c'est au niveau de la collecte. On a la même logique au niveau des stockages de données. Et là, on est sur des mesures, disons, liées à la sécurité, mais ça va de soi. Mais bien évidemment, nous, on vous parle d'éthique aujourd'hui. Il y a des principes qu'on ne réinvente pas, mais qui sont au moins, qui doivent être mis au goût du jour et être mis en valeur. Cartographier son système d'information et lutter contre toutes les formes de shadow IT, c'est-à-dire avoir simplement une cartographie claire de ces applications, de ces infrastructures et des personnes qui ont accès pour comprendre réellement où sont les flux de données. Et dès lors qu'on comprend les flux de données, où va la data et pourquoi, dès lors, on a une vision beaucoup plus claire et on peut être beaucoup plus efficace pour intervenir, pour améliorer les process. Définir des procédures aussi, que ce soit en termes de modification, un prospect modifie ces informations ou un client modifie ces informations-là, et ben, on crée une procédure technique, mais aussi organisationnelle qui va me permettre de répercuter l'information sur tout mon ici, sur toutes les applications qui doivent être à jour de cette nouvelle information-là. Automatiser la suppression, certains d'entre vous ont déjà eu ces sujets-là, pouvoir purger un petit peu les données, que ce soit dans des CRM ou dans même des systèmes d'information de manière générale. Là aussi, c'est très important et là encore, on combat les volumes de données qui, entre guillemets, parasitent un petit peu son CRM ou son système d'information. Et des logiques évidemment de sécurité, de sécurisation des serveurs, cloisonnement des données, accès sécurisé, revue des habilitations, etc. Vous avez les mêmes logiques après au niveau des traitements de données. Aujourd'hui, il est très important de pouvoir sensibiliser les développeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être amenées à intervenir sur les applications, sur des développeurs internes ou externes, peu importe, et donc privilégier par exemple, en tout cas l'utilisation de briques logicielles qui seraient conformes et à jour par exemple. Et en tout cas, simplement leur sensibiliser sur ces aspects-là. Mettre en place une gouvernance au niveau groupe qui va permettre de piloter un petit peu ces sujets éthiques et RGPD pour fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Auditer les pratiques, savoir si les opérationnels, effectivement, vont bel et bien respecter les principes, par exemple, du RGPD, et documenter ces applications, évidemment, pouvoir documenter aujourd'hui d'un point de vue en termes de contrats, de spécifications, de clauses de sous-traitance, s'il y a de la sous-traitance, et de pouvoir rapidement comprendre avec quel logiciel on travaille et comment on travaille avec ce logiciel-là, et comment aujourd'hui on a implémenté, et retrouver cette documentation facilement. Et dernier usage, enfin dernière chaîne, au niveau de l'usage de la donnée, là encore, documenter la relation avec ces tiers, rationaliser les accès pour que seules les équipes habilitées et qui travaillent sur la donnée y aient accès, et bien évidemment communiquer autour de l'éthique. Aujourd'hui, parler de sa conformité au RGPD, dire qu'on est proactif là-dessus, qu'on privilégie un canal de transparence et même d'information autour de ça, ça crée cette relation de confiance avec ses clients, ses prospects, ses fournisseurs. Voilà, ça de manière générale, c'est de l'éthique sur de la collecte jusqu'à l'usage des données. Et là-dessus, c'est là où on peut être, disons, vraiment efficace à chaque niveau. Comment aujourd'hui, on a vu effectivement comment on peut repenser cette gestion, mais comment du coup on prend le coche et on transforme cette obligation, entre guillemets, alors qu'elle soit juridique ou même structurelle, en opportunité. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un site web. Le site web, vous savez, donc c'est une vitrine, il faut que ce soit nickel pour les clients et les prospects, c'est ce qui va attirer justement votre public et vos cibles. Et donc c'est en général le premier contact avec eux. Le problème, c'est que effectivement, la réglementation impose de mettre en place des mentions d'information, que ce soit sur les cookies, que ce soit des bandeaux, que ce soit des fenêtres, des politiques de confidentialité, etc., etc. Et on est sur soyons honnêtes, on est sur du jargon juridique, on est sur des textes très légaux avec des notions qui sont souvent obscures pour des personnes qui n'intéressent pas de toute manière. Et on les met en place parce que on n'a pas le choix, c'est une obligation, et sinon on ne respecte pas la loi, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a encore peu de sites qui mettent en place une sorte de legal design, et en tout cas, à minima, qui va dépoussiérer, entre guillemets, ces mentions d'information-là. Là, à l'écran, vous voyez quelques exemples que j'ai trouvés sur quelques sites, mais on peut imaginer plein de choses. C'est simplement pouvoir mettre de l'humour, ou sans aller jusqu'à ce niveau-là, simplement utiliser des mots simples pour qu'on ait une relation, disons, humaine, entre quelque sorte, avec son prospect ou avec son client-là. Aujourd'hui, un bandeau cookie, ça n'a pas besoin d'être barbant.
il y a des possibilités de le rendre simple tout en respectant la réglementation. Alors évidemment, ça c'est à mettre en place avec les services compliance, les services juridiques, ou même simplement, ça peut être très bien aussi des directions marketing accompagnées de cabinets ou avec ces directions-là qui peuvent mettre ça ensemble autour d'une table, un bandeau ou même une politique qui va pas forcément de là attirer des clients et des prospects, mais à minima ne pas les faire reculer. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué et, disons-le, barbant de tomber sur un site et de voir à chaque fois voir une pop-up énorme qui demande d'accepter des cookies. Et là encore, il y a un sujet, c'est aussi de donner envie d'accepter, en tout cas d'expliquer par A plus B que les cookies aujourd'hui, que ce soit des traceurs, que ce soit des pixels invisibles, que ce soit du fingerprinting, peu importe, il y a un réel intérêt pour la société. Et on est sans aller sur un targeting publicitaire très poussé où on veut absolument collecter l'information et tout savoir sur son prospect. Mais aujourd'hui, il faut démystifier ça et faire comprendre à son prospect ou à son client qu'il y a un intérêt d'accepter ça. Il y a un intérêt pour la société, bien évidemment, mais un intérêt pour lui. Il faut lui faire comprendre qu'il y a une plus-value. Et ça, aujourd'hui, c'est le but de ce legal design-là qui est très important. Un autre exemple, en termes de transformation, aujourd'hui, sur ce bandeau cookie dont je vous ai parlé, depuis notamment les nouvelles lignes directrices de la CNIL, on voit effectivement des taux d'acceptation qui vont baisser, puisque on doit effectivement mettre au même niveau l'acceptation et le refus. Sans aller dans le détail de toute la réglementation, aujourd'hui, cette nouvelle réglementation peut en tout cas freiner certains prospects et du coup même freiner certaines campagnes marketing. Aujourd'hui, nous, on a une plateforme sur Witty qui permet en place de mettre en place un bandeau et on le voit même sur plusieurs sites. Le problème, c'est que il y a des bandeaux cookies qui sont en place, mais avoir un bandeau ne veut pas dire d'être en conformité. Vous le verrez, on sortira bientôt une petite étude. On a fait une étude sur une centaine de sites et on a plus de la moitié qui ont un bandeau, mais qui n'est pas conforme. Et aujourd'hui, il y a double risque. Non seulement on met un bandeau qui va, entre guillemets, faire fuir, entre guillemets, le prospect, le client, et en plus de ça, on ne respecte pas la réglementation. Donc on se tire une double balle dans le pied. Aujourd'hui, il y a des outils, notamment nous ce qu'on propose chez Witty, où on propose des bandeaux qui vous assurent la conformité. C'est-à-dire que vous pouvez, en fonction donc, des connecteurs et des solutions logicielles que vous souhaitez brancher sur votre bandeau, et donc de vos solutions de targeting, vous les activez depuis notre plateforme, et après, en fonction, vous pouvez évidemment personnaliser le bandeau, mais nous, notre constat et notre promesse, c'est de vous accompagner là-dessus, de vous dire que votre bandeau sera 100% conforme et qu'il n'y aura pas effectivement, alors il ne manquera pas un bouton tout refusé, il y aura toutes les mentions d'information, les finalités, etc. Et donc le paramétrage qu'on propose à travers cette plateforme permettra de respecter la réglementation et justement les nouvelles lignes directrices de la CNIL. Donc ça c'est très important, pouvoir avoir un bandeau qui non seulement va attirer le prospect et en plus qui respecte la réglementation, puisqu'en plus, là encore, on a des logiques d'A/B testing dans la plateforme qui va vous permettre de pouvoir comparer une configuration A, une configuration B, et de pouvoir savoir si effectivement laquelle va, entre guillemets, déclencher le meilleur taux d'acceptation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'intérêt de ce module-là, et on sera ravis en tout cas de vous faire une démonstration si vous êtes intéressé. On a vu du coup comment transformer, disons, toute cette réglementation en opportunité. On a vu comment repenser la gestion de pourquoi et comment repenser cette gestion de la donnée. Et concrètement, aujourd'hui, comment l'éthique permet d'améliorer la qualité. Pourquoi mettre de l'éthique fait qu'on améliore la qualité. Un autre exemple, le centre de préférence. Aujourd'hui, le centre de préférence, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de la collecte. Un centre de préférence, ça va permettre de rassembler, disons, les préférences de communication de vos clients pour mieux les comprendre et éviter toute perte d'audience. Un exemple très simple, prenons l'exemple, je ne sais pas, de l'immobilier. Je mets en place un preference center sur mon site et non seulement je vais permettre d'un côté de pouvoir permettre à la personne de sélectionner l'objet de la communication, si je préfère des promotions, si je préfère des nouveautés, si je préfère l'email, l'email du lundi ou une newsletter générale. Voilà, je peux choisir le sujet. Et dans un second temps aussi, je peux choisir la fréquence, si c'est hebdomadaire, si c'est mensuel. Voilà, comme ça, je suis contacté que lorsque je souhaite et selon le canal et la fréquence de mon choix.
Et en plus de ça, pour mieux comprendre son audience, là aussi, on peut aller sur une granularité un petit peu plus précise et permettre de choisir des sujets, ou même dans le cadre de l'immobilier, par exemple, permettre de choisir des zones géographiques. Je souhaite recevoir, je ne sais pas moi, pas des promotions plutôt, mais les nouveaux, comment dire, les nouvelles annonces concernant l'immobilier ancien sur la zone de Paris, par exemple. Et du coup, ce centre de préférence-là, qui est directement intégrable sur un site ou sur n'importe quelle page, va permettre de collecter directement auprès du prospect ou du client ses préférences. Et là-dessus, on améliore sa campagne marketing parce que précisément, la personne a choisi de la manière dont elle souhaite être contactée et dont elle souhaite recevoir des newsletters et des sollicitations. Donc, on améliore l'impact de ces campagnes et en plus de ça, comme on donne le choix, on joue la carte de la confiance et de la transparence. Et encore une fois, vous l'avez vu, dans cette logique d'éthique, c'est ultra important, cette notion de confiance et de transparence. C'est le but de l'éthique et c'est pour justement reconnecter, entre guillemets, avec son client ou son prospect. Là, vous le voyez à l'écran, quelques écrans de notre module de centre de préférence, justement, qu'on a mis en place sur notre plateforme, où on peut effectivement suivre en temps réel les performances de chacun de vos centres. Vous pouvez en avoir plusieurs, sur autant de sites que vous souhaitez, et de retrouver justement la liste de tous les abonnés et de leurs statistiques globales, c'est-à-dire combien de consentement a été donné, sur quel canal, les durées de conservation, la validité, etc., etc. Et justement, on peut en apprendre évidemment plus sur ses prospects, puisque effectivement, on va savoir que, par exemple, à l'écran, je vois que Benjamin Barata a accepté de pouvoir a donné son consentement, pardon, sur comment dire, un canal de vente par SMS et par email. Et du coup, je peux effectivement améliorer mes campagnes marketing là-dessus. Et le plus important, je consulte mon centre si c'est justement le site qui est en charge de la région de Paris, ou par exemple le site qui est en charge de telle offre ou de tel pays, par exemple. Et évidemment, si on reçoit des demandes de désabonnement, dès que la personne peut évidemment se désabonner à travers l'espace et peut aussi, évidemment, vous contacter via un autre canal. Et à travers la plateforme, vous pouvez désabonner manuellement, si effectivement le besoin est de le faire manuellement, directement depuis la plateforme, de désabonner la personne. Donc là encore, on est sur une plateforme qui se veut flexible pour justement permettre de piloter un petit peu ces campagnes marketing à travers notre plateforme de conformité. Et le but, vous l'avez compris, non seulement on récolte des informations à travers donc les cookies, les traceurs, et même à travers des zéro et first party data sur ses intentions d'achat, ses préférences, ses informations personnelles, ses historiques d'achat. Et à travers un préférence center, on vient combiner ces informations-là aux informations qui sont déjà dans le CRM ou qui ont été obtenues à travers d'autres canaux. Et justement, on sait pour quelle finalité il a accepté, quels sont les canaux de communication, on a l'horodatage, de savoir quand, à quel moment il a accepté. Et tout ça, c'est des données qui permettent d'améliorer, de mieux comprendre vos campagnes marketing, parce que vous savez que, par exemple, sur telle campagne, on a eu X% d'augmentation d'acceptation et d'abonnement. Et du coup, ça vous permet de savoir où vous êtes efficace, où vous l'êtes moins. Donc, vraiment, aujourd'hui, le Preference Center, non seulement ça répond à des obligations d'éthique aujourd'hui, mais c'est là où on se rend compte que l'éthique se combine très bien, le RGPD pour le coup, mais l'éthique de manière générale, se combine avec des projets data modernes et qui se veulent aujourd'hui déclencheurs, en fait, levier de concurrence. Merci Benjamin. Merci à toi. Pour cette première partie. Donc effectivement, ce qu'on va voir dans cette seconde partie, c'est comment tout ce que Benjamin vient de présenter est une réelle opportunité en termes de connaissances clients et d'animation marketing. Et en fait, même si on se soumet à ces réglementations, à cette transparence, à ces exigences des consommateurs, il est évidemment toujours possible d'utiliser ces données, en tout cas la plupart d'entre elles. Et donc, moins de data, comme on l'a vu, c'est plus de data de qualité, mais c'est aussi et surtout, grâce aux nouvelles technologies, plus de machine learning, plus d'intelligence artificielle qui vont permettre de travailler sur des segmentations avancées, sur des modèles prédictifs, sur des profils lookalike dans le cadre de ces campagnes marketing qui vont pouvoir compenser, en partie en tout cas, l'absence d'accès à certaines informations. Déjà, premier point,
avant de revenir sur l'aspect plus opérationnel, si on remonte juste un peu d'un cran, entre guillemets, de façon macro, ces nouvelles réglementations, cette tendance lourde d'un point de vue consommateur autour de l'éthique, doit permettre d'avoir une prise de conscience au niveau de l'entreprise, au-delà des directions digitales, au-delà des directions marketing. Parce que c'est avec des objectifs et des enjeux fixés au niveau du COMEX autour de ces sujets-ci que l'on va pouvoir s'organiser, fonctionner et travailler différemment. Donc, premier point, profitons de ces réglementations pour définir un cadre au niveau global de l'entreprise, au niveau du COMEX, porté par le COMEX, ce qui permet aussi pour les managers et les collaborateurs d'être rassurés sur le fait que s'ils travaillent avec moins de données, s'ils ont moins de possibilités de faire certaines choses dans l'utilisation des données, c'est quelque chose qui est compris, quelque chose qui est compris, quelque chose qui est même porté par la direction générale. Donc il faut fixer ces objectifs en termes de traitement, de collecte, de traitement et d'exploitation des données, s'appuyer sur le management pour pouvoir diffuser la stratégie qui aura été définie, et puis mettre en place, on l'a évoqué à un moment donné, une gouvernance qui doit s'assurer que ce qui a été défini est bien respecté. Donc, dans un deuxième temps, il faut aligner les initiatives avec sa stratégie data, la stratégie data et toutes les déclinaisons qui en sont faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir différemment à la façon dont on travaille la donnée et donc partir des besoins, partir de use case et en fonction de ces use cases, identifier lesquels sont valorisables, lesquels sont industrialisables, les données dont on a besoin pour travailler ces use cases et adapter ces use cases, que ce soit un nouveau score, que ce soit une analyse, que ce soit une nouvelle façon de travailler sa segmentation, adapter en fonction des données qui sont disponibles. Et puis, troisième point, c'est créer un environnement qui facilite cet ancrage. Donc là, on est plus sur la culture data. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut que les collaborateurs aient cette garantie, entre guillemets, que ce qu'ils vont produire, ce qu'ils vont pouvoir utiliser demain, est légitimé par la stratégie de l'entreprise, ça contribue à faire en sorte que l'on travaille sereinement et que l'on puisse, avec les données dont on dispose, qu'on puisse avoir le temps de les travailler, de produire peut-être des nouveaux KPI ou de travailler sur de nouvelles façons de cibler, d'adresser les clients dans le cadre de ces prochaines campagnes marketing, par exemple. Donc ça, c'est le cadre, c'est le premier point, c'est travailler avec une nouvelle approche. Deuxième point, moins de données, c'est travailler avec d'autres données. Donc aujourd'hui, les zéro et first party data sont devenus le nouveau Graal des directions marketing, commerciales, digitales. Ce sont les données sur lesquelles on peut aujourd'hui s'appuyer. Plusieurs études ont démontré que les entreprises disposent d'un volume de données, notamment first party data, extrêmement important et qu'il est utilisé de mémoire. Une étude avait été faite en Angleterre de l'ordre de 10 ou 20% des données à disposition sont utilisées. Donc on voit qu'il y a un gisement qui est vraiment extrêmement fort. Donc on parle là de données qui sont collectées depuis son site web, des transactions magasins, les applis, les programmes de fidélité. On sait qu'aujourd'hui, il y a un nombre de canaux ou de possibilités d'interaction avec les clients de plus en plus importantes, donc des volumes de données qui peuvent aussi être vraiment importants. Et pour compléter ce premier socle de données, aujourd'hui, on parle de plus en plus des zéro party data. C'est, d'après le dernier rapport Forrester, que ça allait peser encore plus lourd au sein de la stratégie des entreprises, d'aller recueillir ces données. Donc là, on parle de données qui sont partagées de manière intentionnelle, proactive par les contacts. Mais si on refait le lien avec ce qu'on s'est dit précédemment, c'est-à-dire que si on crée
une relation de confiance avec ses prospects, avec ses clients, que l'on est transparent, que l'on explique précisément et qu'on démontre ce que ça peut apporter aux clients. Cette notion de démonstration est importante. Il n'y a aucune raison que des clients ou des prospects ne jouent pas le jeu. Et donc là, dans le cadre de ces zéro party data, on est vraiment dans une notion d'interaction avec les consommateurs. Pour prendre un exemple d'une entreprise dans le secteur du tourisme qui s'est refocusée sur ces données first et zéro party data, donc qui a changé son paradigme. Elle s'est focusée donc sur ces données que consentent à lui fournir ses clients, avec plusieurs promesses de lui faciliter les choix de ses vacances. Et elle fait en sorte de tenir cette promesse, puisqu'on va y revenir tout à l'heure. Elle dispose des moyens, des outils technologiques qui permettent, en utilisant ces données, de les croiser, de concevoir des algorithmes qui permettent de proposer des suggestions, des produits, des services, des activités qui correspondent mieux aux aspirations des clients. Et pour recueillir des zéro party data, cette même entreprise a mis en place, comme d'autres l'ont déjà fait d'ailleurs, des jeux concours, avec de la même manière, in fine, des séjours, là en l'occurrence, à gagner. Et donc, ça permet à la fois de qualifier les centres d'intérêt, les destinations, les activités préférées, et donc de nourrir sa stratégie d'acquisition après justement avoir recueilli le consentement des utilisateurs. Et donc, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise continue à recueillir de la donnée. Avec les nouveaux outils à disposition, elle peut aller plus loin dans la façon de la travailler, et les clients, les consommateurs, les prospects, eux, peuvent avoir à disposition des suggestions, des informations, des promotions qui sont plus adaptées à leur profil. Au-delà des first et zéro party data, on parlait tout à l'heure des données qui peuvent être recueillies grâce à l'application de RGPD. Clairement, on arrive aujourd'hui à recueillir des données complémentaires qu'on n'avait pas forcément avant et qui sont là, qui font dans le même esprit des données aussi qualitatives que les données zéro party data plus que déclaratives, sur la préférence de communication, sur les fréquences de communication, les contenus, les centres d'intérêt que peuvent avoir les clients qui, bien sûr, jouent le jeu. On l'a vu tout à l'heure dans ce que tu montrais, il y a 11% des clients qui donnent leur préférence, et 70%, 77% qui acceptent, mais sans aller plus loin. Donc, il y a deux façons de voir. Soit on se dit, il n'y a que 10 ou 12% qui jouent le jeu, soit on se dit, il me reste 70% sur lesquels je peux travailler et les faire changer d'attitude. Donc, nous, on est plutôt dans un esprit positif. Donc, se dire que en travaillant différemment, en abordant différemment ses clients et ses prospects, on peut faire augmenter cette proportion, puisqu'on est au début, aux prémices de la mise en place de ces réglementations. Donc, toutes les données dont on parle là, de préférence, de fréquence, de communication, on peut arriver à en obtenir un volume plus important et donc enrichir tout ce dont on dispose déjà pour optimiser sa segmentation, travailler sur d'autres types de segmentation comportementale, sur des personas, sur des clusterings. On peut enrichir également pour travailler sur des analyses prédictives. On peut comme ça, on va y revenir, on peut comme ça enrichir ce dont on dispose aujourd'hui et aller encore plus loin. Donc ça, on parle de données qui vont permettre de travailler sur de la connaissance client. Autre point qui aussi vous intéresse beaucoup, c'est d'un point de vue plus opérationnel, au-delà de plus instantané et au-delà du travail qu'on peut faire sur la connaissance client. Donc, on a aujourd'hui des solutions de contournement, on en a parlé, Benjamin en a parlé tout à l'heure. Il y a déjà les ciblages contextuels, qui est une approche qui existe déjà depuis un moment,
qui avaient été remplacés, entre guillemets, ou qui avaient été écartés au profit notamment des ciblages comportementaux. Clairement, aujourd'hui, justement, grâce aux nouvelles technologies, à l'évolution notamment de tout ce qui tourne autour du NLP, on peut travailler, y compris en temps réel, sur l'analyse sémantique des pages visitées. On peut analyser les contextes de la page. On peut associer des insights sociodémographiques, par exemple, analyser des images également aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour de computer vision. Ce sont des technologies NLP, computer vision, qui sont de plus en plus matures, tant dans les technos que dans les capacités à les utiliser, que ce soit vos data scientists ou ceux de cabinets de conseil comme Novensia. Aujourd'hui, on peut aller plus loin et être plus précis, et donc ça peut permettre de compenser cette absence notamment de cookies tiers. Et puis, on a parlé de la Google Privacy Sandbox. On ne va pas revenir sur effectivement la notion de cohorte. Effectivement, ça ne fait pas l'unanimité aujourd'hui. Donc, Google réfléchit à un nouveau concept qui s'appelle en l'occurrence Topics, qui est basé sur des centres d'intérêt qui sont définis en fonction de l'historique de navigation. C'est ça. Sur un temps donné. Je crois que c'est 15 jours de mémoire. C'est paramétrable, mais oui. Voilà, paramétrable, mais de 15 jours. Et donc, aujourd'hui, on est encore dans des POC. C'est des choses qui sont juste initiées. Il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, mais je pense qu'on peut faire confiance à Google pour trouver, et à d'autres bien sûr, mais pour trouver la solution qui sera le meilleur compromis à la fois pour que Google respecte les engagements qu'il s'est fixés et qu'il a largement communiqués, et aussi donner cette possibilité de toujours être en mesure de cibler sur des critères qui restent pertinents, tout à fait, qui restent pertinents et sans dénaturer et aller au-delà à l'encontre de tout ce qui est RGPD. Donc tout ça, que ce soit ce travail autour de la connaissance client qui est donc encore enrichissable, ou que ce soit autour de ces nouvelles façons de targeter et cibler ses clients et ses prospects, c'est possible, comme je l'évoquais, grâce aux nouvelles technologies. Que ce soit à travers du machine learning, que ce soit à travers de l'intelligence artificielle, que ce soit à travers du deep learning, pour des besoins plus opérationnels, plus instantanés, à travers les techniques d'analytics opérationnelle ou d'analytics augmentée. Aujourd'hui, il est possible de travailler mieux ces données. Par exemple, on l'a évoqué, le ciblage contextuel. On peut associer donc une publicité à une page du site web en fonction du contenu. Tout ça, c'est possible parce que derrière, il y a des techno NLP qui permettent de travailler sur les recherches, sur les textes sur les sites web pour trouver l'annonce la plus adéquate. Il y a quelques années, même 2-3 ans, c'était potentiellement possible, mais les solutions n'étaient pas aussi perfectionnées qu'aujourd'hui. On peut également travailler sur son targeting au niveau de l'emailing et l'adapter en temps réel grâce au machine learning. Encore une fois, avec des technologies qui existent depuis quelques années, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus performantes. On peut analyser en temps réel les performances des campagnes selon un contexte de diffusion. Donc ça permet d'améliorer sa créativité, d'ajuster les fréquences d'envoi. On peut comme ça travailler différemment sa vision et sa connaissance des clients, donc que ce soit d'un point de vue opérationnel ou que ce soit plus d'un point de vue de connaissance client, c'est-à-dire que là, on peut travailler sa segmentation différente, on peut identifier des niches qui ont des besoins spécifiques, on peut travailler, comme je disais, sur des messages marketing plus ciblés, plus efficaces. Enrichis par l'IA, les scorings peuvent devenir prédictifs et prescriptifs. Donc, on peut aller plus loin dans la constitution de ces scores d'appétence, d'attrition, de prédiction, de churn. Donc, ça permet de disposer d'informations
plus précises pour mesurer l'impact des décisions, pour chercher à déterminer la meilleure solution, le meilleur contenu à pousser. Ça permet aussi d'enrichir et de rendre plus performants ces moteurs de recommandation. Et puis, bien sûr, on peut, avec ces nouvelles technologies, travailler sur des prédictions à une échelle beaucoup plus fine pour aider à détecter des micro-signaux, avoir un pilotage au plus proche de l'activité, de la réalité, que ce soit pour discerner la valeur d'un produit pour un client, détecter, prévoir, façonner son parcours. Par exemple, on peut travailler aujourd'hui à l'optimisation de remise en fonction des comportements et en adaptant en temps réel, aujourd'hui sur les sites e-commerce et demain dans les magasins, afin de déclencher des actes d'achat en fonction des différents objectifs qu'on s'est fixés précédemment, que ce soit la marge ou le volume, par exemple. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est possible parce qu'on dispose de ces nouvelles technologies. Si on veut le voir d'un point de vue concret, en quelques cas, on va vous présenter quelques cas. Là, un acteur dans le secteur de la PGC qui a souhaité donc retravailler sa segmentation client. Donc, le contexte, dans le cadre de son programme de transformation, l'objectif était, au-delà de travailler cette segmentation, c'était un projet, on va dire, global et transverse, qui devait être un exemple, notamment et également pour mettre en place de nouvelles solutions de collecte, d'analyse, de segmentation et d'activation des données. Donc, ça veut dire derrière utiliser un certain type de données, donc, qui sont listées ici, que ce soit les données d'identification, de couponing, de programmes de fidélisation, données de campagne dont ils disposaient. Donc derrière, ça suppose quand même aussi, je reviens au sujet que j'évoquais au début sur la notion d'organisation. Ouais. Ça veut dire derrière désiloter, partager entre, encore une fois, une direction digitale, une direction marketing, une direction commerciale. Ça veut dire disposer d'outils et de solutions au-delà des outils que j'évoquais, de machine learning ou de NLP. Là, si on n'est plus sur la notion d'outils au sens plateforme, data, ça nécessite de disposer de solutions qui permettent de partager ces données. C'est pour ça que c'est, en tout cas, quand on se lance dans ce type de programme, ça peut être des projets qui vont au-delà d'une direction opérationnelle qui souhaite refaire sa segmentation. Là, l'enjeu était vraiment de travailler différemment. Donc, c'est en ça où cette façon de travailler a nécessité de travailler sur les données à disposition, des données brutes, des données aussi PI, qu'il a fallu merger, qu'il a fallu uniformiser, consolider, enregistrer sous un même format et, in fine, le client a pu disposer de données transformées et d'une nouvelle segmentation qui a notamment permis d'obtenir les résultats que vous voyez ici, d'augmenter les dépenses moyennes des clients fidèles et prometteurs, de pousser des promotions en fonction d'une certaine typologie d'acheteurs ou d'adapter sa stratégie de fidélisation. Et donc tout ça en utilisant les données à disposition et en les travaillant d'une certaine façon. Second exemple, pour une banque française qui a voulu aussi travailler différemment et qui s'est aperçu, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'elle disposait d'un volume de données et de type de données relativement importantes, de données hétérogènes mais complémentaires, et qu'en utilisant déjà ce qu'elle avait à disposition, ça pouvait lui permettre de définir, là le projet était de définir des personas, ça pouvait lui permettre de définir des types de personas qui étaient suffisamment représentatifs
en tout cas par rapport aux objectifs qu'elle s'était fixés, représentatif pour travailler différemment ces campagnes. Donc, en travaillant avec ces données socio-économiques, démographiques, des données comportementales dont elle disposait, en travaillant avec des algorithmes et en étant vraiment aussi dans un mode projet de test and learn, c'est aussi un point important. C'est la façon, au-delà des données dont on dispose, c'est aussi la façon dont on aborde ces projets. Et donc, qui dit projet faisant appel à de l'IA et du machine learning, dit projet avec plusieurs phases d'initialisation, de réalisation de différents types de POC, d'AB test et après d'industrialisation de ce qui a été le plus pertinent. Eh bien, en travaillant avec ces données et cette nouvelle façon d'aborder ces projets, elle a pu comme ça définir des personas en corrélation avec ce qui était attendu pour mener différemment ces campagnes. Un autre exemple. Oh, peut-être s'arrêter sur les use cases. On est un peu hors timing juste. Mais peut-être. Juste le dernier, je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste le dernier, c'est aussi par rapport à l'analyse de NLP. Donc sur cette partie-ci, là, on était beaucoup sur les data. On peut aussi, je l'évoquais tout à l'heure, les capacités que donnait aujourd'hui l'analyse de verbatim, que ce soit en temps réel, tant sur la partie opérationnelle avec la mise en place et l'évolution de tout ce qui est robot advisor, de tout ce qui est chatbot, et puis sur les études plus autour de la connaissance client, l'analyse de verbatim, l'analyse d'image, que ce soit sur centre de relations clients, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par ailleurs, ça prend aussi de plus en plus de place, de plus en plus d'importance, et les résultats sont de plus en plus pertinents. J'en ai fini, Benjamin. Je t'en prie. Non, mais au contraire, enfin, là, on est sur du use case très concret et on voit très bien aussi. Là, tu parlais d'A/B testing et tu parlais pour définir les personnages, trouver la configuration et justement se baser sur les zéros et faire ce partie d'état. Enfin, on est en plein dedans et c'est clairement. Tiens, la slide arrive au moment, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, on est sur des facteurs clés de réussite. Aujourd'hui, pouvoir mettre de l'éthique, que ce soit au niveau de la collecte, de son traitement, de l'usage ou même du stockage, et de pouvoir précisément comment dire, travailler avec les équipes marketing, les directions marketing là-dessus. Aujourd'hui, clairement, oui, c'est l'avenir. On le voit très bien de toute manière hein, avec la fin des cookies tiers et ce changement de paradigme hein, où il faut se rebaser sur ces zéro et first party data. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on estime qu'il n'y a plus le choix là-dessus. Il faut s'orienter vers ce paradigme-là en instaurant aussi une culture du changement, bien évidemment, hein, et de changer un petit peu les habitudes et aussi forcément les outils qui vont avec. Mais en tout cas, ça se fait et nous, en tout cas, on a l'habitude de le mettre en place. Donc, que ce soit toi plus sur la partie disons, expertise data et moi sur la partie conformité, disons. Mais en général, ça fait de beaux projets et de beaux partenariats, en tout cas. Tout à fait. Je vois qu'on avait juste une question qui concernait le bandeau cookie, absolument. Est-ce que le bandeau TCF V2 était aujourd'hui, est-ce qu'il est considéré comme conforme? Ce bandeau-là, pour l'expliquer, c'est un bandeau qui est recommandé par l'IAB, qui est une organisation, disons, commerciale mondiale et qui a pour objectif justement de partager des lignes directrices ou en tout cas de la documentation à destination de différents organismes et même à différents acteurs commerciaux. Aujourd'hui, ce bandeau-là, on rentre aussi dans le sujet des bandeaux de manière générale qui sont proposés. On peut avoir un bandeau effectivement qui est paramétrable, mais le problème c'est que souvent le paramétrage qui est autorisé, qui est permis là-dessus, in fine, fait que le bandeau n'est plus conforme. Typiquement, pouvoir changer la place des boutons un petit peu n'importe comment et de pouvoir réduire la taille du bouton refuser ou justement de pouvoir enlever des espaces d'information qui sont pourtant obligatoires et qui vont être estimés selon que ce soit l'IAB ou même d'autres prestataires hein, qui proposent des solutions entre guillemets un petit peu clés en main pour les cookies, eh bien on va estimer voilà parce que cette mention d'information là à cet endroit-là elle n'est pas forcément très belle ou parce qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus, on va l'enlever. Alors pourtant elle est obligatoire selon les lignes directrices de la CNIL. Donc c'est toujours le problème, c'est que ces bandeaux-là
jusqu'à un certain point, oui, ils sont conformes, mais tout dépendra de votre paramétrage à vous. Et là encore, très important de pouvoir s'intéresser un petit peu sur ces lignes directrices de la CNIL qui expliquent clairement quels sont les endroits où l'information doit figurer et aussi quelles sont les informations à faire figurer, donc comment et quel contenu. Aussi, pourquoi pas, moi je vous renvoie aussi sur un webinar sur lequel on avait justement travaillé sur ce bandeau cookie avec notre partenaire AS, Avocat justement, et on avait justement détaillé un petit peu tous les points à vérifier sur ces bandeaux cookies. Donc je vous renvoie évidemment à ce webinaire-là qui est disponible. Mais en attendant, voilà, il y a un vrai travail. C'est pas parce qu'on met en place justement ce bandeau mis en place par l'IAB, en tout cas mis à disposition par l'IAB, qu'on est conforme. Vraiment, prenez le temps avec que ce soit la direction juridique, compliance, tout simplement, hein, en vous renseignant et en trouvant des synthèses ou même en regardant le webinaire en question dont je vous ai parlé, pouvoir comparer ce qui est fait sur votre bandeau, ce qui a été décidé autour de la table et concrètement avec les lignes directrices et les points de contrôle en question. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions, a priori. On va laisser peut-être un tout petit temps. Que ce soit à travers ce chat ou même par mail après, n'hésitez pas, en tout cas, on restera disponible avec grand plaisir. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi là-dessus, Guillaume, sur ces sujets-là. Et c'est pas le premier épisode qu'on fait là-dessus, mais c'est toujours intéressant de voir comment aujourd'hui, parce que je vais être honnête, hein, la compliance et de manière générale, l'environnement réglementaire n'est pas vu d'un très bon œil, hein, et on peut totalement le comprendre. Et pour en avoir discuté avec des directeurs marketing très récemment pour le coup, je le comprends totalement pourquoi. Mais aujourd'hui, on a des clés, on a véritablement le moyen de pouvoir allier les deux. Et en tout cas, on espère avoir pu le prouver dans le cadre de ce webinaire. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions. Merci à toi, Guillaume. Merci, Benjamin. Et à très vite pour peut-être sans doute un prochain épisode.